Bienvenue sur toute l'actualité en France et à l'international. On commence tout de suite. Que faut-il pour qu'une superpuissance dise qu'elle vient vous chercher? Pas avec des chars, pas avec des missiles, mais avec la précision froide d'une enquête bureaucratique qui pourrait détruire votre économie. Ce soir, 60 pays dans le monde se réveillent face à cette réalité exacte et le Canada, notre Canada, figure en plein sur cette liste. Parce que quand le manuel trumpiste manque de faits, il se rabat souvent sur la paperasse, avec l'enthousiasme d'un homme qui aggrave des menaces sur une carte. C'est une nouvelle de dernière heure que chaque Canadienne et chaque Canadien doit entendre et comprendre, parce que ce que l'administration Trump a annoncé cette semaine n'est pas simplement un autre titre commercial à faire défiler du pouce. C'est une déclaration, c'est un ultimatum enveloppé dans un langage juridique et il nous vise directement. Le représentant américain au commerce vient d'ouvrir des enquêtes officielles au titre de la section 300, 1 contre 60 pays, y compris le Canada. Cela signifie bien plus qu'un examen de politique ordinaire. Une enquête au titre de la section 301 est le mécanisme juridique que Donald Trump a utilisé pour justifier plus de 360 milliards de dollars de droits de douane contre la Chine à partir de 2018. Ces droits de douane n'ont jamais disparu, ils ont remodelé les chaînes d'approvisionnement mondiales, ils ont dévasté les exportateurs chinois dans certains secteurs, ils ont déclenché une guerre commerciale qui résonne encore aujourd'hui dans l'économie mondiale et maintenant cette même arme est braquée sur notre front. Le représentant américain au commerce, Jameson Greer, a annoncé que son bureau avançait pour terminer ses enquêtes en quelques mois, pas en quelques années, en quelques mois. Apparemment, dans l'univers de Trump, si un problème semble compliqué, la réponse consiste à lui coller un tarif et à appeler ça une stratégie. Greer a rendu la signification de ce processus parfaitement claire. Il a déclaré que si des pays ont été impliqués dans des pratiques commerciales déloyales telles que des subventions, des capacités excédentaires ou du travail forcé, son bureau quantifiera le tort causé au commerce américain, tentera de régler la question avec ce pays, et si ce pays ne règle pas la question, l'administration Trump imposera des droits de douane. Ces mots comptent. Le Canada, notre allié le plus proche et le plus important partenaire commercial des États-Unis, fait maintenant officiellement l'objet d'une enquête pour des pratiques commerciales potentiellement déloyales. Ce n'est pas de la spéculation, c'est pas une menace flottant dans les terres, c'est une procédure juridique officielle lancée par le gouvernement des États-Unis qui pourrait mener à des droits de douane permanents sur les produits canadiens. Le moment choisi ici est absolument crucial à comprendre. Le mois dernier, la Cour suprême des États-Unis a invalidé l'outil tarifaire préféré de Trump dans une décision marquante dans l'affaire Learning Research Inc. contre Trump. Par 6 voix contre 3, la Cour suprême a jugé que l'International Emergency Economic Powers Act n'autorise pas le président à imposer des droits de douane. Cela a été dévastateur pour Trump. L'IEPA constituait la base juridique de ces tarifs du Liberation Day. C'était aussi la base de ces droits liés au fentanyl contre le Canada, le Mexique et la Chine. La Cour suprême a essentiellement dit que le président agissait sans autorité légale depuis des mois. Trump a donc pivoté. En quelques heures, il a signé un décret imposant un nouveau tarif mondial de 10% en utilisant la section 122 de la Trade Act de 1974. Mais les droits de douane prévus par la section 122 ne peuvent monter qu'à 15% et ils expirent après 150 jours, à moins que le Congrès ne vote pour les prolonger. Une prolongation aurait peu de chances d'obtenir l'approbation du Congrès, Trump le sait, son administration le sait. Il leur faut donc un nouvel outil. Il leur faut un cadre juridique capable d'imposer des droits de douane permanents, durables, dévastateurs. Et cet outil, c'est la section 301. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est reconnaître un schéma. Rien n'évoque autant une direction économique stable que de courir d'un contournement juridique à l'autre, comme si la présidence était un rayon de liquidation pour pouvoir d'urgence. Nous avons vu ce scénario exact se déployer contre la Chine. En 2018,
Le bureau du représentant américain au commerce a lancé une enquête au titre de la section 301 contre la Chine, alléguant le vol de propriété intellectuelle, le transfert forcé de technologies et des pratiques commerciales déloyales. Cette enquête a mené à des conclusions justifiant des droits de douane sur plus de 360 milliards de dollars d'importations chinoises. Ces droits de douane allaient de 7,5% à 25%. Ils ont été appliqués en 4 tranches distinctes dans des milliers de catégories de produits. Et voici la partie la plus importante. Ces droits de douane sont toujours en vigueur aujourd'hui, en 2026. L'administration Biden en a relevé certains encore davantage. Et Trump a clairement indiqué qu'il comptait les étendre encore plus. Donc, quand l'administration Trump dit qu'elle lance une enquête au titre de la section 301 contre le Canada, je comprends exactement ce que nous avons devant nous. Nous avons devant nous une feuille de route juridique vers des droits de douane permanents. Nous avons devant nous un cadre de coercition économique capable de survivre à des contestations judiciaires. Nous avons devant nous la fin potentielle du libre-échange tel que nous l'avons connu entre le Canada et les États-Unis pendant près de 4 décennies. Sur quoi exactement le Canada fait-il l'objet d'une enquête? La justification officielle citée dans l'annonce est le travail forcé. Oui, c'est bien la raison invoquée. Les États-Unis enquêtent pour savoir si le Canada a adéquatement appliqué des mesures interdisant l'entrée sur nos marchés de biens produits grâce au travail forcé. C'est assez fort de la part d'une administration qui s'est retirée d'accords internationaux sur le travail et qui a démantelé l'application des normes du travail au pays. Dans le style de politique spectacle de Trump, l'indignation morale arrive souvent avec une étiquette qu'elle n'a pas pris la peine de mériter. Mais au fond, les détails importent presque peu parce que la section 301 est extraordinairement large dans sa portée. Greer a dit que son bureau examinera si des pays ont des politiques ou des pratiques déraisonnables ou discriminatoires qui nuisent au commerce américain ou le restreignent. Ce langage peut vouloir tout dire. Ce langage peut couvrir n'importe quelle politique que les États-Unis décident de ne pas aimer. Et il existe des irritants précis que l'administration Trump attend depuis longtemps de pouvoir attaquer. Le système canadien de gestion de l'offre dans le secteur laitier est une cible de plaintes américaines depuis des décennies. Trump lui-même s'en est plaint à plusieurs reprises, affirmant sans preuve que le Canada impose des droits de douane de 250% à 400% sur les produits laitiers américains. La réalité est beaucoup plus nuancée. Le système canadien établit des contingents tarifaires qui permettent des importations laitières américaines en franchise de droit jusqu'à certaines limites. Les États-Unis n'ont jamais été prêts d'atteindre ces limites. Les produits laitiers américains ne paient pas ces droits astronomiques parce qu'ils ne dépassent pas les seuils des contingents. Mais les faits n'ont jamais arrêté Donald Trump. Dans cette orbite-là, un chiffre n'a qu'à paraître dramatique assez longtemps pour survivre au prochain micro. Les interdictions provinciales visant la vente d'alcool américain ont aussi été citées par Greer comme des obstacles qui rendent les négociations avec le Canada difficiles. Chaque province contrôle son propre marché de l'alcool par l'intermédiaire d'organismes comme la LCBO en Ontario ou la SAQ au Québec. Ces systèmes remontent, dans certains cas, à avant la Confédération. Ils sont profondément enracinés dans la gouvernance canadienne et l'administration Trump les considère comme des barrières commerciales à éliminer, mais cela va plus loin que le lait et l'alcool. L'examen obligatoire de l'accord Canada-États-Unis-Mexique est prévu pour 2026. Trump a semé le doute sur son engagement envers la CEM en le qualifiant d'irrélevant et en disant qu'il a peu être rempli son rôle. Ce ne sont pas les mots d'un dirigeant qui valorise le cadre commercial existant. Ce sont les mots d'un dirigeant en quête de levier pour le renégocier en profondeur ou l'abandonner complètement. Nous, Canadiennes et Canadiens, devons comprendre ce qui est en jeu ici. 75% de nos exportations vont vers les États-Unis. Nos économies ne sont pas seulement liées, elles sont fusionnées au niveau cellulaire. Chaque voiture assemblée en Ontario traverse la frontière plusieurs fois durant sa production. Chaque baril de pétrole extrait en Alberta circule dans des pipelines américains. Nos produits agricoles, nos biens manufacturés, nos services, tout cela dépend d'un accès fluide au marché américain. La Banque du Canada a déjà averti que les droits de douane américains ont affaibli notre économie. Les exportations sont en forte baisse.
La croissance du produit intérieur brut, le PIB, devrait à peine atteindre 1% en 2026. L'investissement des entreprises est demeuré faible dans l'ensemble des secteurs, largement à cause d'une incertitude élevée. D'ici la fin de 2026, la banque prévoit que le PIB sera d'environ 1,5% plus bas qu'il ne l'aurait été sans les droits de douane américains. Et cette projection suppose que les niveaux actuels de droits de douane restent stables. Elle ne tient pas compte de ce qui arrivera si les enquêtes au titre de la section 300 débouchent sur de nouveaux droits de douane permanents. Les industries déjà touchées par les droits imposés au titre de la section 232 sur l'acier, l'aluminium et les automobiles ont vu leur PIB reculer de 4% en 2025. Le seul secteur de l'aluminium s'est contracté de 15,5%. La fabrication de carrosseries et de remorques pour véhicules automobiles a chuté de 11,6%. Ce ne sont pas des statistiques abstraites. Ce sont des usines qui ferment. Ce sont des travailleuses et des travailleurs mis à pied. Ce sont des communautés vidées de leur substance partout dans ce pays. Et maintenant, l'administration Trump construit le cadre juridique pour aller encore plus loin. L'enquête au titre de la section 301 ne porte pas seulement sur le travail forcé. La mise en scène est toujours vendue comme de la force, même lorsque la facture retombe sur des travailleurs, des usines et des villes qui n'ont jamais eu droit à une place dans la séance photo. Greer a indiqué qu'il pourrait aussi y avoir d'autres enquêtes sur des questions comme les taxes sur les services numériques, les prix des médicaments pharmaceutiques, la pollution des océans et d'autres possibilités. La liste des griefs potentiels est sans fin. Le mécanisme d'imposition de droits de douane fondé sur ces griefs est maintenant en train d'être construit. Le Premier ministre Mark Carney s'est imposé comme peut être le critique le plus vocal de la coercition économique américaine parmi les dirigeants mondiaux. Au Forum économique mondial de Davos, Carney a prononcé des remarques largement interprétées comme un défi direct aux politiques commerciales de Trump. Il a parlé d'une rupture dans l'ordre mondial. Il a averti que les puissances moyennes doivent agir ensemble parce que si vous n'êtes pas à la table, vous êtes au menu. Il a appelé les plus petits pays à se regrouper et à faire contrepoids aux États-Unis. Trump a réagi dès le lendemain depuis le même forum. Il a déclaré que le Canada vit grâce aux États-Unis, que le Canada devrait être reconnaissant, et il a ciblé les propos de Carney avec un mépris affiché. Le message était sans équivoque. On attendait du Canada de la déférence, pas de l'indépendance. Voilà le langage utilisé pour parler de notre pays par le président de notre allié le plus proche. Le Canada vit grâce aux États-Unis, comme si nous n'étions pas une nation souveraine, comme si notre histoire, nos réalisations, notre contribution au monde ne signifiaient rien, comme si nous existions au bon vouloir de Washington. Ce n'est pas de la rhétorique diplomatique, c'est le langage de la domination, c'est le langage de l'annexion déguisé en politique commerciale. Et quand Trump parle de gratitude, il semble souvent parler du genre qui s'agenouille, hoche la tête et ne demande jamais à voir les petites lignes. La réponse de Carney a été défiance pure. Au Parlement, il a dit que le monde a changé, que Washington a changé. Il n'y a presque plus rien de normal aux États-Unis maintenant, et c'est la vérité. Lorsque le secrétaire au Trésor, Scott Brison, a affirmé que Carney avait fortement tempéré ses propos de Davos lors d'un appel avec Trump, Carney l'a rejeté sans détour et a clairement indiqué qu'il pensait ce qu'il avait dit à Davos. Carney s'est fixé comme objectif de doubler les exportations canadiennes hors des États-Unis au cours de la prochaine décennie. Il a passé près du quart de sa première année au pouvoir à voyager à l'étranger pour conclure de nouveaux accords commerciaux sur 4 continents, 12 nouveaux accords économiques et de sécurité en 6 mois, un partenariat stratégique avec la Chine qui lève les droits de douane sur le canola canadien, le homard et d'autres produits agricoles, des accords avec l'Indonésie, des cadres avec les Émirats arabes unis, des discussions avec l'Inde, l'ASEAN et le Mercosur. C'est une diversification commerciale d'une ampleur sans précédent, mais la diversification prend du temps. L'infrastructure nécessaire pour rediriger les exportations canadiennes vers de nouveaux marchés ne se crée pas du jour au lendemain. De nouvelles installations portuaires, de gaz naturel liquéfié, des liaisons ferroviaires, tout cela prend des années à construire. Et pendant ce temps,
75% de nos exportations franchissent encore cette frontière au sud. 75% du sang économique qui nous fait vivre passe encore par une relation qui devient plus hostile de jour en jour. L'histoire de la section 301 devrait nous terrifier. Quand Trump a lancé l'enquête contre la Chine en 2018, l'objectif affiché était de s'attaquer au vol de propriété intellectuelle et au transfert forcé de technologie. Le résultat réel a été une restructuration fondamentale du système commercial mondial. Des chaînes d'approvisionnement qui avaient pris des décennies à être construites ont été déchirées. Des entreprises qui avaient investi des milliards dans la fabrication en Chine se sont précipitées pour se relocaliser. Les droits de douane étaient censés amener la Chine à la table des négociations. À la place, ils ont provoqué des représailles. La Chine a imposé des droits de douane sur les produits agricoles américains. Les agriculteurs américains ont eu besoin d'aide d'urgence. Les consommateurs américains ont payé des prix plus élevés et le déficit commercial avec la Chine a à peine bougé. Maintenant, imaginez ce scénario appliqué au Canada. Nous ne sommes pas un adversaire, nous sommes un allié. Nous avons combattu aux côtés des Américains dans tous les grands conflits du siècle dernier. Nous partageons la plus longue frontière non défendue du monde. Nos services de renseignement collaborent chaque jour. Nos armées s'entraînent ensemble. Nos peuples sont liés par des liens familiaux, par des partenariats d'affaires, par un engagement commun envers les valeurs démocratiques. Et pourtant, nous faisons l'objet d'une enquête sous le même cadre juridique que celui utilisé pour cibler la Chine. Encore une fois, la formule Trump confond les dommages collatéraux avec la fermeté et la répétition avec la preuve. La justification fondée sur le travail forcé est particulièrement choquante. Le Canada a déjà une législation destinée à limiter le travail forcé dans les chaînes d'approvisionnement. Nous exigeons des rapports annuels au gouvernement fédéral. Nous avons des règles interdisant le travail forcé dans les accords de libre-échange. L'avis du Federal Register, du représentant américain au commerce, reconnaît que le Canada a adopté des mesures destinées à empêcher l'importation ou la vente de produits fabriqués à l'aide du travail forcé. Alors, qu'est-ce qui est exactement visé par l'enquête? Selon un expert juridique, c'est l'efficacité de nos efforts d'application. Autrement dit, les États-Unis n'allèguent pas que le Canada utilise du travail forcé. Les États-Unis enquêtent pour savoir si l'application canadienne des interdictions liées au travail forcé répond aux normes américaines. C'est un prétexte. C'est un écran de fumée. C'est un mécanisme pour imposer des droits de douane pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le travail forcé. L'avocat spécialisé en commerce Ryan Majerus, qui a été conseiller juridique adjoint au bureau du représentant américain au commerce durant la première administration Trump, affirme que l'attention se portera sans aucun doute sur l'efficacité des efforts d'application. Il s'attend à ce que l'enquête trouve exactement ce qu'il lui faut pour justifier les droits de douane que l'administration a déjà décidé vouloir imposer. La section 301 n'est pas une évaluation objective des pratiques commerciales. C'est un outil politique manié par une administration qui a fait des droits de douane la pièce maîtresse de sa politique économique. Selon cette logique, le verdict arrive d'abord et l'enquête est surtout là pour porter le lutrin. Et où cela nous laisse-t-il? Où cela laisse-t-il les exportateurs canadiens qui se réveillent chaque matin en se demandant si leur modèle d'affaires survivra encore un an? Où cela laisse-t-il les ouvriers de Windsor et d'Oshawa dont les moyens de subsistance dépendent de l'industrie automobile? Où cela laisse-t-il les agriculteurs de la Saskatchewan et de l'Alberta dont les récoltes ont besoin d'un accès au marché américain? Où cela nous laisse-t-il toutes et tous, nous qui avons bâti notre économie sur l'hypothèse que le commerce avec notre voisin demeurerait fondamentalement stable? La relation Canada-États-Unis a déjà traversé des tempêtes. Nous avons traversé les conflits sur le bois d'œuvre. Nous avons survécu au défi des premières négociations de libre-échange. Nous avons trouvé des moyens de surmonter des désaccords sur les subventions agricoles, les exemptions culturelles et une centaine d'autres irritants, mais ces différends se déroulaient dans un cadre de respect mutuel. Ils se déroulaient entre des partenaires qui comprenaient qu'ils avaient besoin l'un de l'autre. Ils se déroulaient à une époque où les dirigeants américains croyaient encore à l'ordre international fondé sur des règles que les États-Unis eux-mêmes avaient créées. Ce cadre a disparu. Trump a clairement montré qu'il ne croit pas au commerce fondé sur des règles. Il croit au levier,
Il croit à la coercition, il croit que la puissance économique fait le droit, et le Canada, malgré toutes ses forces, n'a pas la puissance économique nécessaire pour tenir tête aux États-Unis dans une guerre commerciale. Nous sommes David face à Goliath, et Goliath a clairement indiqué qu'il entend utiliser toutes les armes à sa disposition. Le problème quand on gouverne par intimidation, c'est qu'à la fin, chaque allié est traité comme un accessoire qui a oublié son texte. Que pouvons-nous faire ? D'abord, nous devons comprendre que ce combat ne sera pas gagné par la capitulation. Donner à Trump ce qu'il veut sur le lait, l'alcool ou toute autre question précise ne le satisfera pas. Les exigences continueront d'arriver. Les enquêtes continueront d'être lancées. Les menaces tarifaires continueront. Il ne s'agit pas d'irritants commerciaux précis. Il s'agit d'établir une domination et par définition, une domination n'est jamais pleinement satisfaite parce qu'il y a toujours davantage à exiger. Ensuite, nous devons accélérer la diversification, même en sachant que cela prendra du temps. Chaque accord commercial que nous signons avec des partenaires à l'extérieur des États-Unis est un petit pas vers la réduction de notre vulnérabilité. L'accord avec la Chine que Trump a condamné est précisément le type d'entente dont nous avons besoin davantage. Non pas parce que nous devrions nous aligner sur Pékin, non pas parce que nous devrions abandonner nos valeurs, mais parce qu'il nous faut des options. Il nous faut un levier à nous. Il nous faut la capacité de dire non sans faire face à une ruine économique. Troisièmement, nous devons investir en nous-mêmes. Le gouvernement fédéral a annoncé d'importants projets d'infrastructure, y compris l'expansion du port de Montréal, la mise en place de mini-réacteurs nucléaires en Ontario et un terminal de gaz naturel liquéfié en Colombie-Britannique. Ces projets ne concernent pas seulement la croissance économique. Ils servent à bâtir la capacité physique de commercer avec le monde au-delà des États-Unis. Ils servent à créer des solutions de rechange qui n'existaient pas auparavant. Quatrièmement, nous devons préserver notre unité. La stratégie de l'administration Trump inclut une tentative de nous diviser province contre province, industrie contre industrie, Canadien contre Canadien. Il existe déjà des informations selon lesquelles des responsables américains ont rencontré des séparatistes cherchant l'indépendance de l'Alberta. Ce n'est pas de la spéculation, c'est documenté. Les États-Unis essaient activement de fracturer notre pays comme tactique de négociation. Nous ne pouvons pas laisser cela réussir. Notre force dans ce combat vient du fait que nous restons unis. Pour un mouvement qui aime tant parler de souveraineté, le camp Trump semble remarquablement à l'aise quand il s'agit de traiter celle des autres comme un accessoire négociable. L'enquête au titre de la section 301 suivra son cours par des consultations publiques et des rapports. Il y aura des audiences, il y aura des mémoires. Le processus officiel créera une apparence d'équité et d'objectivité. Mais nous ne devons entretenir aucune illusion sur l'issue. L'administration Trump a déjà décidé ce qu'elle veut. L'enquête n'est que le mécanisme pour y parvenir. Le ministre du Commerce du Canada, Dominique Leblanc, a parlé du travail forcé dans les chaînes d'approvisionnement internationales. C'est un langage diplomatique qui signale une volonté de participer au processus. Mais participer au processus n'est pas la même chose que gagner le processus. Nous pouvons prendre part à chaque audience, soumettre chaque document, faire valoir chaque argument et nous retrouver quand même avec des droits de douane au bout du compte parce que la décision n'a jamais vraiment porté sur la preuve. La décision de la Cour suprême qui a invalidé les tarifs IEEPA de Trump nous a donné un répit temporaire. La plupart des produits canadiens conformes à la CEM continueront d'éviter le pire des droits de douane. Mais la CEM lui-même doit être révisée cette année. Trump a laissé entendre qu'il pourrait le laisser expirer et même les produits conformes à la CEM restent vulnérables si la relation commerciale se détériore davantage. L'exemption ne compte que tant que les deux parties veulent qu'elle compte et Trump a clairement indiqué qu'il considère les accords commerciaux comme des choses qu'on déchire plutôt que des engagements qu'on respecte. Dans le modèle de négociation de Trump, un accord signé dure souvent seulement jusqu'au prochain rassemblement où il faut un nouveau méchant. Nous entrons dans une période qui pourrait être la plus difficile de l'histoire des relations économiques entre le Canada et les États-Unis. Les règles qui ont encadré cette relation pendant des décennies ont été mises en pièces. Les normes de l'engagement diplomatique ont été abandonnées.
L'hypothèse selon laquelle nos intérêts seraient protégés par des valeurs communes s'est révélée naïve. Ce qui nous reste, c'est la politique de puissance à l'état brut. Et dans la politique de puissance à l'état brut, la partie la plus forte l'emporte généralement. Mais le Canada n'a jamais été simplement une version plus petite des États-Unis en attente d'être absorbé. Nous avons bâti ce pays sur des principes différents. Nous avons choisi une autre voie. Notre identité n'est pas définie par notre proximité avec l'Amérique, mais par notre différence à son égard. Et cette différence, cette volonté obstinée d'être notre propre nation avec nos propres valeurs et notre propre avenir, est précisément ce que Trump et son administration trouvent si insupportable. Ils veulent l'obéissance, ils veulent la déférence, ils veulent que nous acceptions que le Canada vit grâce aux États-Unis, et nous ne le ferons pas, nous ne le pouvons pas, nous ne le devons pas. L'enquête au titre de la section 301 contre le Canada est un test. C'est un test de notre détermination, de notre unité, de notre volonté d'endurer une souffrance économique au nom de notre souveraineté. Les mois à venir seront difficiles. Il y aura des mises à pied, il y aura des fermetures d'entreprises, il y aura des communautés qui lutteront pour survivre. Et à travers tout cela, nous serons tentés de céder, d'accepter toutes les conditions que Trump exigera, de devenir le partenaire subalterne docile que son administration estime que nous devrions être. Nous devons résister à cette tentation. Nous devons nous rappeler qui nous sommes. Nous devons nous rappeler que la souveraineté ne peut pas être échangée contre quelques points de pourcentage de croissance du PIB. Nous devons nous rappeler que nos enfants et nos petits-enfants n'hériteront pas seulement d'une économie, mais d'un pays. Et ce pays doit encore être libre de faire ses propres choix, de poursuivre ses propres intérêts, de déterminer son propre avenir. Donald Trump croit que les droits de douane sont un levier destiné à forcer la capitulation. Prouvons-lui qu'il a tort. Montrons au monde qu'une puissance moyenne peut tenir tête à une superpuissance. Montrons que la coercition économique ne fonctionne pas lorsqu'elle rencontre du courage, de l'unité et de la détermination. Soyons le Canada qui sortira de cette crise plus fort, plus diversifié, plus résilient et plus certain que jamais de sa place dans le monde. Le combat est ici. Le combat est maintenant et ce combat, c'est à nous de le gagner ou de le perdre. Parce que le titre préféré d'un intimidateur, c'est la reddition et il n'y a aucune raison pour que le Canada se porte volontaire pour l'écrire. C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.